Alors, il me revient le plaisir de conclure vos travaux. C'est un plaisir, à vrai dire, un peu périlleux, parce que je comprends que vous avez beaucoup et bien travaillé toute la journée. Donc, je vais essayer de le faire de façon assez brève. Je m'excuse, je le disais à votre président, de ne pas avoir pu participer au dîner hier soir. Il se trouve que j'accueillais à la Banque de France un certain nombre d'Européens regroupés autour d'Euro50, mais je vais prendre les dispositions pour être là dès l'an prochain si je suis invité le jeudi soir. J'ai vu beaucoup de visages amis dans la salle que j'ai plaisir à retrouver. Je voudrais saluer en particulier 2 Bernard et 1 Gabriel. Bernard Spitz, bien sûr, qui est un vieux complice et votre président. Bernard Delas, qui est à mes côtés le vice-président de la CPR, avec qui c'est un plaisir toutes les semaines de travailler. Et Gabriel Bernardino. Merci à la FFA, c'est l'occasion dans l'année que j'ai de parler français avec Gabriel, qui le parle très bien, mais le reste de l'année, à Francfort et ailleurs, nous parlons en anglais. On ne le dit pas assez souvent, mais le secteur financier est une force de l'économie française. Et on devrait le souligner davantage, au sein de ce secteur financier, les assureurs sont un atout essentiel pour notre financement. Ce sera rapidement mon premier point. J'en viendrai ensuite aux évolutions réglementaires pour saluer les progrès accomplis depuis un an et relever quelques défis européens qui nous attendent ensemble. J'en viendrai enfin aux limites de l'assurabilité, votre thème d'aujourd'hui, qui est aussi vieux que votre métier, depuis l'Antiquité, la protection contre la grosse aventure. Certains provocateurs disent d'ailleurs, quand vous regardez les prêts qui protégeaient contre la grosse aventure, que c'était un embryon de banque-assurance, mais je referme cette parenthèse provocatrice. Et si on se limite à Gênes et à 1347 et au premier contrat, évidemment, les limites de l'assurabilité n'ont cessé d'être repoussées depuis. Pour autant, ce sujet se pose avec une acuité nouvelle face aux nouveaux risques, et j'irai là sur ces nouveaux risques du Brexit au changement climatique sans qu'il y ait de lien entre ces deux sujets. D'abord, les assureurs. Et pour relever, le hasard statistique fait bien les choses, que d'abord la CPR a publié il y a 10 jours son rapport annuel qui confirme la solidité du secteur français des assurances. C'est une mine de données qui sont à votre honneur. N'hésitez pas à aller y piocher. Et puis, l'EIOPA va publier ces chiffres. Je vais un tout petit peu anticiper. Je crois savoir que, selon les chiffres d'EIOPA, au premier trimestre 2018, le marché français de l'assurance est devenu, et c'est évidemment une étape importante, le premier marché européen, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, qu'il s'agisse des plus de 35 milliards d'euros de primes émises en affaires directes, non-vie, ou des plus de 2100 milliards d'euros de provisions techniques. Le marché français s'impose également par sa capacité d'investissement. Je rappelle ces chiffres qui sont extrêmement significatifs. Vous représentez de très loin le premier investisseur institutionnel en Europe, plus du tiers du total des actifs des assureurs de la zone euro, alors que notre poids économique dans la zone euro est d'un peu plus de 20%. Et donc oui, les assureurs sont un atout de la France et leur rôle primordial dans le financement de notre économie peut et doit encore grandir. C'est évidemment l'enjeu du développement des fonds propres des entreprises. Je rappelle cette conviction que portent aussi les économistes, une économie en rattrapage, comme celle des économies émergentes aujourd'hui, où de l'Europe jusqu'aux années de l'Europe de l'après-guerre se finance bien par dette, une économie à la frontière technologique, une économie d'innovation, comme les États-Unis et espérons-le l'Europe, se finance davantage par fonds propres, puisqu'il y a davantage de risques et qu'il faut davantage de perspectives de gains. Or, les fonds propres des entreprises ne représentent que 77% du PIB en zone euro à mi-2018. La France est très proche de cette moyenne, 76%, contre 124% aux États-Unis. Ça n'est évidemment pas la seule explication de notre retard d'innovation, mais il y a là un levier clé. Et ceci m'amène à mon deuxième point sur les opportunités réglementaires. Je vais d'abord partager avec vous une satisfaction rétrospective. C'est le fait que la mise en place du PFU, le fameux prélèvement forfaitaire unique, au 1er janvier dernier,
n'a, semble-t-il, en rien pénalisé l'assurance vie, contrairement à certaines craintes qui avaient été exprimées. Mais je vais me réjouir plus encore que le projet de loi Pacte, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, était avec vous hier soir, que le projet de loi Pacte vise à encourager l'investissement en actions et les investissements de long terme. Alors, je crois que notre discussion en amont, qui a été très active, cher Bernard, y a contribué pour développer d'abord et enfin Eurocroissance. Alors, un objectif ambitieux de 20 milliards d'euros, auquel vous n'êtes pas complètement étranger, a été évoqué contre les 2 milliards actuels. Le législateur a élargi potentiellement un certain nombre de leviers. Maintenant, il faut délivrer. Nous sommes tous en droit d'attendre un nouveau départ, ce que j'appellerais presque un reset d'Eurocroissance, avec imagination et mobilisation commerciale de la part des assureurs, dès lors que le cadre de simplification sera achevé. Sur l'épargne retraite, alors le débat, nous le savons tous, a été vif sur sortie en rente ou sortie en capital. Mon rôle n'est pas ici de refaire le débat, et nous y avons pris notre part, avec vous, je dirais presque à vos côtés. Je me réjouis donc avec vous que le principe d'un produit destiné à la rente ait été préservé, que par ailleurs, partout ailleurs, la possibilité de sortie en rente ou en capital en option existe. Si je m'en réjouis, ce n'est pas pour défendre une profession contre une autre, même si nous savons que cette dimension du débat a existé, mais c'est parce qu'un revenu viager dans la durée correspond mieux à un produit de retraite. Et parce que cette durée même doit permettre plus de placements en actions. Mais là aussi, à vous de jouer. Les besoins sont immenses et l'objectif de porter de 200 à 300 milliards d'euros les encours de produits d'épargne retraite dans notre pays est très certainement à notre portée. Il est à souligner, s'agissant de ces produits de retraite, qu'il faut bien entendu veiller à la bonne information de l'assuré, surtout, comme pour tous les produits en unité de compte, lorsque le capital investi n'est pas garanti. Alors j'en viens au plan européen et bien sûr à la prochaine revue de Solvabilité 2. Elle doit, selon nous, s'accompagner d'un bilan complet et sans tabou du dispositif entré en vigueur il y a désormais 3 ans. C'est un sujet qui suscite facilement les passions. Alors je vais essayer d'aller au-delà des passions et de relever qu'avec Solva 2, bien sûr, les assureurs ont nettement amélioré la gestion de leurs risques et de leur capital. Mais que ce constat positif ne doit pas occulter des questions légitimes. Alors, il y a celle en particulier de l'impact sur l'investissement en actions et le financement de l'économie européenne. Et le ministre en a parlé hier soir. Mais il y a aussi la question de la volatilité et la question de la complexité. Qui dit revue en 2020 dit par définition que le statu quo ne doit pas être une option. Alors que les travaux préparatoires débutent, je souhaite que tous les sujets, même les plus difficiles, puissent être abordés et traités. Et donc j'invite les assureurs à participer activement aux consultations et je prends l'engagement symétrique avec Bernard Delaz, de notre côté, que l'ACPR pèsera de tout son poids dans les discussions à venir. Et je sais, cher Gabriel, qu'elles ne seront pas toujours simples, mais je crois qu'il est important que nous les ouvrions. J'ajouterai un point d'actualité. Il est indispensable que les superviseurs en Europe appliquent tous les exigences prudentielles avec la même rigueur. Les défaillances en série d'assureurs travaillant en LPS sur le marché français, je pense en particulier à l'assurance construction, et là nous allons nous retrouver totalement, nous rappelle cet impératif d'application également rigoureuse partout. Alors la CPR est mobilisée pour la gestion de cette crise qui affecte des dizaines de milliers d'assurés français, mais il faut aussi que la nécessaire convergence des pratiques de contrôle en Europe devienne rapidement une réalité, et c'est une des priorités que nous appuyons totalement
d'EIOPA. Je vais enfin le dire sans détour, il n'est pas raisonnable d'appliquer le nouveau référentiel comptable IFRS 17 maintenant, au vu de l'état actuel des discussions. Quelles que soient par ailleurs les complexités de la gouvernance européenne de ces normes, il y a un problème évident de calendrier et l'IASB semble, heureusement, c'est l'actualité de cette semaine, rouvrir les discussions en ce sens. Par ailleurs, il y a, au-delà du calendrier, de sérieux problèmes de fond que ce délai supplémentaire nous donnerait, j'espère, l'occasion de mieux traiter. Je veux terminer par votre sujet plus particulièrement d'aujourd'hui sur l'émergence de nouveaux risques. Ils sont pour le secteur de l'assurance autant d'opportunités et de défis à relever, et j'en évoquerai 3 par horizon de temps croissant. Le Brexit tout de suite, la cybersécurité pour les années qui viennent et le risque climatique dans la durée. À court terme, le Brexit est malheureusement le risque qui nous occupe le plus. La CPR travaille activement pour assurer la transition, mais il est temps désormais que les assureurs mettent réellement en œuvre leur plan de contingence. Je salue d'ailleurs le fait qu'une large partie de la profession le fait. Cela implique notamment de nouveaux agréments, des transferts de portefeuille et la relocalisation de sociétés européennes ou l'établissement de succursales de pays tiers. Même si nous ne la souhaitons pas, nous devons aujourd'hui impérativement être prêts à faire face à une situation de no deal. Qu'est-ce à dire ? Des dispositions européennes sont bien sûr préférables pour régler de façon uniforme les questions de protection des assurés partout où l'échelle européenne est pertinente. Mais si nécessaire et en complément, le projet de loi d'habilitation qui a été présenté, vous le savez, en Conseil des ministres le 9 octobre, nous permettra de prendre des dispositions juridiques françaises pour gérer vis-à-vis des personnes assurées en France des situations où des entreprises britanniques d'assurance n'auraient pas préalablement transféré leur portefeuille de contrats. J'ajoute un autre éclairage d'actualité. Comme vous le savez sans doute, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont mené, à la demande de la Commission européenne et du Trésor britannique, un travail de recensement, d'évaluation des risques financiers qui vient d'être terminé. Elles ont examiné notamment avec le concours d'EIOPA les contrats d'assurance et je dirais que globalement les risques nous apparaissent ici gérables dès lors qu'on garantit bien la protection des assurés. À moyen terme, au-delà du Brexit, dans un contexte de révolution numérique, la cybersécurité représente bien sûr une préoccupation grandissante qui touche l'ensemble des entreprises. Les assureurs sont parmi les premiers concernés car vous détenez des données sensibles, mais à partir de votre propre expérience contre les cyberrisques, il est très souhaitable que vous développiez votre offre de cyberassurance. Je crois que ceci fait partie des opportunités et des réponses dont nos économies ont besoin. Je terminerai, je serai un peu plus long sur le risque climatique dont nous venons de parler dans la table ronde précédente. Alors bien sûr, il s'inscrit dans un horizon de temps plus long, mais il nécessite des actions concrètes dès à présent. D'abord, une réforme du régime d'assurance des catastrophes naturelles est nécessaire et je sais qu'elle devrait voir le jour l'année prochaine. Mais au-delà, le changement climatique est un domaine d'investigation très important pour les superviseurs et non pas pour sacrifier une mode, simplement parce que c'est au cœur de nos missions. La stabilité climatique est devenue un des déterminants de long terme de la stabilité financière. Alors, j'ai entendu comme vous, Jean Jouzel, et la table ronde précédente, j'ai entendu les chiffres, les risques physiques qui sont extrêmement impressionnants. Il faut être très clair sur le fait qu'il n'appartient pas à la finance, ni à vous, ni à nous, de se substituer à des politiques publiques indispensables pour être le plus proche possible du scénario 2 degrés. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il y a quelquefois peut-être une illusion ou le sentiment d'une substitution. Ces politiques publiques sont indispensables. Mais les superviseurs financiers et les acteurs financiers
que vous êtes peuvent jouer un rôle décisif pour la prise de conscience des risques et pour l'alignement des intérêts et des décisions économiques. L'ACPR a publié en juin 2018 une étude qui montre que d'ores et déjà, entre 10 et 20% des titres détenus par les assureurs français seraient exposés au risque de transition vers une économie à bas carbone. Alors nous avons, nous, Banque de France et ACPR, créé en décembre dernier à Paris, à l'occasion du One Planet Summit, et nous animons activement depuis ce qu'on appelle, alors je vais le dire en anglais, Network for Greening the Financial System. Ça a donné son acronyme, le NGFS, le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier. Le NGFS est parti avec 8 superviseurs pionniers en décembre dernier. Il compte désormais 19 membres et 5 observateurs, dont le Sustainable Insurance Forum. Et là, je crois qu'il y a un cas de coalition, coalition of the willing, de coalition des volontaires qui porte une très grande énergie pour essayer d'avancer sur le suivi financier de ces sujets. En particulier sur 2 sujets, où je le dis très directement, votre profession, les assureurs, sont en avance sur les banquiers et sur les autres professions financières. Premier sujet, c'est la disclosure des risques climatiques actuels. Pour le dire autrement, la photographie des risques. Et nous savons tous, dans l'application de l'article 173 de la loi de transition énergétique, que ça n'est déjà pas un sujet simple qui pose des questions de recueil et d'harmonisation des données. Vous savez qu'à l'échelle internationale, c'est la task force dite Bloomberg dans le cadre du Conseil de stabilité financière sur la voluntary disclosure. En France, nous avons une disclosure obligatoire. Je pense qu'on y viendra un jour à l'échelle européenne et internationale, mais encore faut-il progresser sur le recueil et l'harmonisation des données. Ça, c'est la photographie. Il y a un sujet qui nous paraît encore plus prometteur pour l'avenir, même s'il est encore plus délicat sur le plan technique, c'est ce que j'appelle parfois la vidéo des risques, c'est-à-dire la projection de stress tests dynamiques sur les risques futurs. Et comme nous parlons d'un risque à long terme, à 10 ou 20 ans, les stress tests nous disent encore davantage quelle est la déformation des risques à venir à l'intérieur des actifs financiers. Je vous précise que sur ces 2 sujets et sur quelques autres sur lesquels nous travaillons, le rapport concluant la première année des travaux du NGFS et qui inclura des recommandations sera présenté lors d'une conférence que nous organiserons à Paris le 17 avril prochain. Il m'est arrivé à ce propos de qualifier la finance verte de nouvelle frontière pour le XXIe siècle. Aujourd'hui, vous parlez de repousser les limites de l'assurabilité. Ces images de pionniers sont assez proches l'une de l'autre et elles disent en tout cas votre esprit d'entreprise et d'innovation. Je terminerai par une conviction que nous partageons tous, je crois, cet après-midi. C'est que cet esprit d'entreprise et d'innovation des assureurs, notre monde de 2018, porteur, hélas, de risques croissants, a besoin plus que jamais. Merci de votre attention.